suffit parfois de presque rien pour qu'une autre vie apparaisse dans notre esprit. Une photo d'une ville où nous avions envisagé de partir vivre. Un ancien collègue qui a accepté le poste que nous avions refusé. Le souvenir de quelqu'un que nous aurions pu rappeler, d'une occasion que nous avons laissé passer, d'une décision prise il y a 10 ou 20 ans. Et presque aussitôt, une existence parallèle se dessine. Une vie dans laquelle nous avons dit oui au lieu de dire non, où nous sommes partis au lieu de rester, où nous avons choisi cette personne, ce métier, cette ville, cette aventure. Le plus étrange, c'est que cette vie imaginaire semble souvent s'être très bien passée. La version de nous qui est partie vivre ailleurs semble heureuse. Le métier auquel nous avons renoncé nous aurait finalement parfaitement convenu. Cette relation que nous n'avons pas poursuivie aurait peut-être été la bonne. Nous parvenons à savoir tout cela avec une étonnante certitude, alors même que rien de tout cela n'a eu lieu. Pour la plupart d'entre nous, l'image commence alors à se dissoudre, car cette autre vie ne contient presque jamais de mardi ordinaire. Elle possède une ambiance, une lumière, une impression générale de liberté, de réussite, d'espace ou de bonheur, mais elle n'a pas véritablement de texture. Et c'est normal. Une vie acquiert sa texture en étant vécue avec les imprévus, les lassitudes, les compromis, les jours médiocres, les petites déceptions et les bonheurs que personne n'aurait pu anticiper. Or, cette autre vie n'a jamais été vécue. Lorsque nous la comparons à la nôtre, nous ne comparons donc pas deux existences. Nous comparons une existence réelle à une atmosphère. Notre vie, elle, nous la connaissons jusque dans ses coutures. Nous savons exactement où elle s'est usée parce que nous étions présents pendant toutes ces années. Nous nous souvenons de cette période où tout semblait gris. Nous savons quelles amitiés ont demandé des efforts. Nous connaissons les concessions que nous avons faites, les occasions ratées, les disputes inutiles, les années où nous avons eu peur, les choix dont nous ne sommes pas particulièrement fiers. Nous connaissons l'envers du tissu. L'autre vie, elle, nous est toujours présentée de face, à bonne distance et sous une lumière flatteuse. Il existe une version encore plus convaincante de cette illusion. Parfois, nous n'avons même pas besoin d'imaginer quelqu'un empruntant le chemin auquel nous avons renoncé. Nous pouvons le regarder faire. Un ancien camarade a accepté le poste que vous aviez refusé. Un proche est parti vivre dans ce pays qui vous attirait. Un ancien collègue est resté dans le secteur que vous avez quitté et, quelques années plus tard, sa carrière semble avoir pris son envol. Cette fois, nous avons l'impression d'avoir une preuve. Cette autre vie n'est plus seulement imaginaire. Quelqu'un la vit réellement. Nous voyons ses résultats. Nous pouvons constater que cela a fonctionné. Sauf que nous ne voyons toujours qu'une partie de l'histoire. Nous voyons ce que cette personne a obtenu, mais pas toujours ce qu'elle a dû donner en échange. Nous ne savons pas ce que ce poste lui coûte une fois rentrée chez elle, ce que ce déménagement a changé dans son couple, combien de soirées elle a passées seule dans un endroit où elle avait encore du mal à trouver sa place, ni si ce métier que nous avons quitté ne l'épuise pas en silence depuis 10 ans. Tout cela apparaît rarement de l'extérieur. Nous recevons surtout des fragments des vies des autres, quelques nouvelles, quelques photos, quelques réussites visibles. Et il existe un problème plus simple encore. Cette personne n'est pas vous. Même si ce chemin lui correspond parfaitement, cela ne signifie pas qu'il vous aurait correspondu.
Nous avons parfois cette étrange tendance à imaginer qu'une existence fonctionne comme un vêtement de taille unique. Si elle va bien à quelqu'un, elle nous serait forcément allée aussi. Mais une vie n'existe jamais indépendamment de celui qui la vit. Un même choix peut libérer une personne et en enfermer une autre. Voir quelqu'un réussir sur le chemin auquel nous avons renoncé n'est donc pas la confirmation que nous croyons. C'est simplement notre vie imaginaire à laquelle un visage réel vient soudain donner davantage de crédibilité. Il y a une seconde injustice dans la manière dont nous comparons notre vie à celle que nous aurions pu avoir. La personne que nous plaçons dans cette autre existence, c'est nous, mais pas exactement nous, au moment du choix. C'est la personne que nous sommes aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a appris depuis. Nous prenons notre esprit actuel, nos expériences, nos blessures, notre recul, notre connaissance de ce qui s'est produit ensuite, puis nous les remettons entre les mains de la personne que nous étions autrefois. Nous regardons alors une décision prise 10 ans plus tôt et nous nous disons « c'était évident, j'aurais dû prendre le risque ». Ou au contraire, j'aurais dû voir que c'était une mauvaise idée. Évidemment que cela nous semble clair aujourd'hui. Nous connaissons la suite. Et presque sans nous en rendre compte, nous transmettons cette connaissance à la version plus jeune de nous-mêmes, celle qui se tenait alors au carrefour. Puis nous lui reprochons de ne pas l'avoir utilisée. Mais elle ne pouvait pas l'utiliser. Elle ne l'avait pas. À l'époque, les deux chemins disparaissaient dans le brouillard après quelques mètres. Nous avons choisi avec les informations que nous possédions, avec nos peurs de l'époque, nos responsabilités, notre fatigue, notre maturité, les personnes dont nous devions prendre soin et la compréhension que nous avions alors de nous-mêmes. Le Tao Te Ching formule une distinction que je trouve particulièrement juste. Connaître les autres est une forme d'intelligence. Se connaître soi-même est une forme de clarté. Mais se connaître ne signifie pas seulement être capable de juger lucidement la personne que nous sommes aujourd'hui. Cela signifie aussi regarder la personne que nous étions autrefois, comme un être humain réel et non comme un accusé devant un tribunal. La personne que vous étiez à 26 ans ne pouvait pas savoir ce que vous sauriez à 34. Elle ne le pouvait tout simplement pas. Lui reprocher de ne pas avoir agi à partir d'informations qu'elle n'avait pas, c'est lui demander l'impossible. Et pourtant, beaucoup d'entre nous se jugent ainsi pendant des décennies. Il existe une variante plus discrète encore. Parfois, nous ne reprochons pas à notre ancien nous de ne pas avoir su. Nous lui reprochons de ne pas avoir osé. Et ce reproche semble plus légitime. Après tout, nous nous disons que nous aurions pu trouver un peu plus de courage. Mais le courage n'est pas une réserve que nous pouvons remplir sur commande. Il dépend aussi du sol sur lequel nous nous tenons. Peut-être que cette personne que vous étiez n'avait alors presque aucun sol sous les pieds. Peut-être était-elle épuisée, peut-être avait-elle peur sans parvenir à comprendre pourquoi. Peut-être soutenait-elle quelqu'un, peut-être portait-elle des inquiétudes héritées depuis l'enfance qu'elle n'avait pas encore appris à reconnaître. Ce n'était pas nécessairement de la lâcheté. C'était une personne, à un moment précis de son existence, portant un certain poids. Vous avez le droit de souhaiter qu'elle ait choisi autrement. Mais il est moins juste de croire qu'elle aurait facilement pu le faire. Lorsque nous descendons un peu plus profondément sous le regret,
nous découvrons quelque chose d'intéressant. Cette autre vie dont nous rêvons ne parle généralement pas vraiment de cette ville, de ce métier ou de cette personne. Elle sert de récipient dans lequel nous versons tout ce qui nous manque aujourd'hui. Lorsque notre quotidien semble trop étroit, l'autre vie devient vaste. Lorsque nous avons l'impression de ne pas être reconnus, elle devient celle où notre valeur aurait enfin été vue. Lorsque nous sommes épuisés, elle est celle où nous aurions eu davantage de temps. Lorsque nous nous ennuyons, elle devient aventureuse. Lorsque tout va trop vite, elle devient paisible. C'est aussi pour cela que nos regrets changent avec les années. Demandez à quelqu'un, à 25 ans, quel est le chemin qu'il regrette de ne pas avoir pris. Posez-lui la même question à 40 ans, puis à 60. Il vous parlera peut-être de 3 chemins différents, ou du même chemin, mais éclairés d'une lumière différente. Parce que le chemin n'a jamais vraiment été le sujet. Il est souvent l'image mouvante de ce qui manque dans notre vie présente. Et cette information peut devenir très précieuse, à condition de savoir la lire. Lorsque vous revenez encore et encore vers une vie imaginaire, la question la moins utile est probablement « Aurais-je dû choisir cette vie-là » Nous n'aurons jamais la réponse, mais nous pouvons poser une autre question. Qu'est-ce que cette vie imaginaire m'apporte que je ne trouve pas assez dans ma vie actuelle? Est-ce de la liberté, de la reconnaissance, de l'aventure, du calme, de la créativité, le sentiment d'appartenir quelque part, du temps? Car ce que nous projetons dans le passé nous renseigne souvent sur quelque chose qui manque au présent. Et le présent, lui, est encore accessible. Quelqu'un qui imagine régulièrement la carrière qu'il aurait pu avoir ne rêve peut-être pas réellement d'un autre métier. Peut-être rêve-t-il simplement d'1 heure par jour qui lui appartienne vraiment. Cette autre carrière n'est peut-être plus accessible, mais 1 heure peut l'être. La vie que nous n'avons pas vécue n'est donc pas forcément une blessure qu'il faudrait refermer pour ne plus jamais la regarder. Elle ressemble davantage à une lettre arrivée à la mauvaise adresse. L'enveloppe porte la mention « passé », mais le message, lui, parle très souvent du présent. Il y a aussi une autre raison pour laquelle ces pensées nous pèsent autant. Nous les gardons généralement pour nous. Le regret fait partie des expériences humaines les plus courantes et paradoxalement de celles dont nous parlons le moins. Nous pouvons raconter nos inquiétudes, nos chagrins, nos tensions familiales. Mais nous disons rarement. Parfois, je pense encore à la vie que j'aurais pu avoir. Cela nous semble presque ingrat, surtout lorsque notre vie actuelle est objectivement correcte, parfois même heureuse. Nous avons l'impression de nous plaindre sans en avoir le droit. Alors cette pensée descend sous la surface, et parce que chacun la cache, chacun finit par croire qu'il est presque seul à l'éprouver. Nous regardons des gens qui semblent parfaitement installés dans leur existence, et nous imaginons qu'ils ne portent aucune autre vie en eux. Presque tout le monde en porte une, même les gens heureux. Ceux qui ont choisi le chemin auquel nous avons renoncé en imaginent souvent un autre. Ceux qui ont pris exactement le même chemin que nous aussi. Ce n'est pas la preuve que nous avons mal choisi, c'est simplement une conséquence de notre capacité à imaginer. Plus profondément encore, il existe derrière beaucoup de regrets une croyance particulière. Nous imaginons qu'à un endroit du grand arbre de notre existence se trouvait peut-être une branche sur laquelle nous n'aurions rien perdu. Une vie
où nous aurions obtenu ce que nous avons aujourd'hui, tout en conservant également ce à quoi nous avons renoncé. Cette vie-là n'a jamais existé, pour personne. Chaque choix échange quelque chose contre autre chose. Choisir la stabilité peut nous coûter une part d'aventure. Choisir l'aventure peut nous coûter certaines racines. Avoir des enfants transforme certaines formes de liberté. Ne pas en avoir ferme d'autres expériences possibles. Rester près de sa famille peut signifier renoncer à cette ville lointaine qui nous attirait. Partir vivre loin peut signifier manquer des dimanches ordinaires auprès de personnes qui aujourd'hui ont vieilli. Ce ne sont pas nécessairement des erreurs, c'est simplement le prix d'une existence humaine limitée dans le temps. Nous ne pouvons être qu'à un seul endroit à la fois, avancer que dans une direction à la fois. Une partie de ce que nous appelons regret n'est donc parfois pas le regret d'une mauvaise décision. C'est le chagrin de ne pouvoir vivre toutes les vies possibles, un chagrin lié à la structure même de notre existence, qui prend le visage d'une décision particulière. Et regarder les choses ainsi change profondément la nature du regret. Car si la douleur vient en réalité de cette impossibilité de tout vivre, alors aucun autre choix ne l'aurait entièrement supprimé. L'autre chemin aurait eu ses pertes lui aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, assis dans cette autre vie, au milieu d'un après-midi ordinaire, vous seriez en train d'imaginer celle-ci. Je trouve cette pensée étrangement apaisante. Elle signifie que nous ne payons pas nécessairement le prix d'une erreur. Nous payons parfois simplement le prix d'entrée. Et ce prix existe sur tous les chemins. Nous pouvons comprendre cela intellectuellement tout en ayant énormément de mal à l'accepter lorsqu'il s'agit de notre propre existence. Pourtant, personne n'a jamais tout eu. Pas une seule personne dans toute l'histoire humaine. Tout être humain a vécu une existence qui excluait d'autres existences possibles. Et toute personne suffisamment attentive a probablement senti, à un moment ou à un autre, le poids de ce que sa propre vie lui avait coûté en possibilité. Cette version imaginaire de vous-même qui aurait eu à la fois cette ville, cette famille, cette carrière, cette liberté et toutes ces années auprès de ceux que vous aimez n'étaient donc jamais réellement disponibles. Non parce que vous avez manqué votre chance ou choisi la mauvaise route, mais parce qu'une existence pareille était impossible. Lorsque l'on comprend vraiment cela, quelque chose commence doucement à se détendre. Vous n'avez pas échoué à trouver un chemin merveilleux que les autres auraient découvert. Vous avez simplement emprunté le seul type de chemin qui existe réellement. Un chemin qui ouvre certaines portes et en ferme d'autres. Mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans cette idée. Il serait tentant de conclure que tous les regrets sont des illusions, que tous les chemins se valent et qu'il suffit de tout laisser derrière soi. Ce serait agréable, mais ce ne serait pas vrai. Certains regrets disent quelque chose de juste. Certaines portes se sont fermées parce que nous avons été négligents, parce que nous avons blessé quelqu'un, parce que nous nous sommes laissés gouverner par une peur que nous aurions peut-être pu affronter. Parfois, nous savions que nous pouvions mieux agir et nous avons malgré tout fait autrement. Il est donc utile de distinguer deux formes de regrets, car elles ne nous demandent pas la même chose. La première concerne le résultat. Nous avons pris une décision raisonnable avec les informations dont nous disposions,
mais les choses ont mal tourné. Ou bien l'autre solution nous semble merveilleuse uniquement parce que nous connaissons maintenant les conséquences de celles que nous avons choisies. Ce regret-là ne contient pas nécessairement de leçons. Si nous revenions au même moment avec exactement les mêmes informations, nous prendrions probablement la même décision. Ce type de regret demande surtout à être reconnu, puis déposé. La seconde forme concerne notre manière d'agir et généralement nous sentons la différence. Ce n'est plus la douce mélancolie d'une ville où nous aurions pu vivre. C'est quelque chose de plus précis. Une phrase que nous regrettons d'avoir prononcée, une personne que nous n'avons pas soutenue, une présence que nous n'avons pas offerte, quelqu'un que nous avons traité moins bien qu'il ne le méritait. Cette fois, il ne s'agit pas d'une vie imaginaire. C'est notre conscience qui nous parle et elle possède parfois une information réelle. Mais cette forme de regret a aussi quelque chose d'utile. Elle indique souvent une direction que nous pouvons encore emprunter. Nous ne pouvons pas réparer exactement cet après-midi d'il y a 15 ans, mais nos comportements forment des habitudes et ces habitudes existent encore aujourd'hui. Si vous regrettez la manière dont vous avez traité quelqu'un autrefois, il existe probablement aujourd'hui dans votre vie une personne à laquelle vous pouvez offrir ce que vous n'avez pas su offrir à l'époque. C'est à cela qu'une conscience peut servir, pas à nous condamner, à nous orienter. Quelqu'un m'a un jour raconté avoir longtemps regretté son absence auprès de l'un de ses parents pendant les derniers mois d'une maladie. À l'époque, cette personne était jeune. Les hôpitaux lui faisaient peur. Elle avait moins rendu visite à son parent qu'elle ne l'aurait souhaité avec le recul. Aucune manière de raconter autrement l'histoire ne pouvait effacer cela, et elle avait fini par cesser d'essayer. Puis, un jour, elle a compris quelque chose. Pendant 20 ans, ce regret avait essayé de lui parler, mais elle l'avait toujours entendu comme une accusation. En réalité, il disait autre chose. Être présent auprès de ceux qui souffrent compte profondément pour toi. Son regret n'était pas seulement la preuve d'une faute. Il révélait aussi une valeur. Une valeur apparaît parfois très clairement au moment où nous réalisons que nous ne l'avons pas respectée. Cette personne a commencé à rendre régulièrement visite à une voisine âgée. Pas pour expier quoi que ce soit, ni pour équilibrer les comptes, car certains comptes ne peuvent pas l'être. Simplement parce que ce que son regret lui montrait restait encore possible dans le présent, avec quelqu'un d'autre, dans une autre pièce. Voilà peut-être une manière juste d'utiliser le regret. Il ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais il peut changer ce qui se passera ensuite. Il existe encore un autre aspect de ces chemins non empruntés. Beaucoup de nos regrets ne concernent en réalité aucune décision précise. Nous parlons de notre vie comme si nous nous étions retrouvés devant de grands carrefours parfaitement visibles où nous aurions consciemment choisi une direction. Mais la plupart du temps, une existence se construit beaucoup plus discrètement. Cela modifie aussi la manière dont nous pouvons regarder certains regrets. Il est difficile de condamner une décision qui n'a jamais réellement existé. Il n'y a parfois aucun grand moment d'échec à désigner du doigt. Mais cette constatation nous donne aussi une information beaucoup plus utile. Si notre vie passée a été façonnée par ces petits glissements presque invisibles, alors notre avenir l'est probablement lui aussi. Ce qui déterminera les 10 prochaines années
ne sera peut-être pas un extraordinaire carrefour qui apparaîtra un matin devant nous. Ce sera peut-être ce que nous faisons cette semaine, puis la suivante, puis celle d'après. Ces petites habitudes auxquelles nous ne prêtons presque aucune attention. Le chemin d'autrefois est peut-être fermé, mais les petites directions que nous prenons aujourd'hui ne le sont pas. Et c'est avec elles que, silencieusement, nous construisons la prochaine décennie. Il reste une dernière chose à reconnaître à propos de cette autre vie. Elle est un peu moins flatteuse. Parfois, nous gardons volontairement en vie une possibilité que nous n'avons jamais réalisée, pas consciemment. Mais une possibilité jamais vécue possède un avantage immense sur une vie réelle. Elle peut rester parfaite. Tant que nous n'avons pas essayé, nous pouvons continuer à croire à tout ce qu'elle aurait pu devenir. Et tant que cette possibilité demeure intacte, une part de nous peut continuer à se considérer comme quelqu'un au potentiel extraordinaire, simplement resté inexploité. Notre vie ne s'est pas réellement passée ainsi. Nous aurions pu avoir cette autre existence. Nous avons seulement choisi autrement, ou les circonstances nous en ont empêchés. Cela peut devenir un refuge étonnamment confortable. Et l'abandonner demande quelque chose de difficile. Accepter que cette vie-ci, celle qui contient les mardis ordinaires, est réellement notre vie. Nous le voyons particulièrement bien avec les chemins qui sont encore techniquement ouverts. La personne qui dit depuis 15 ans qu'un jour elle ouvrira son café, écrira ce livre, changera de métier ou ira vivre près de la mer, mais qui ne fait jamais un pas dans cette direction. Parfois, ce que nous protégeons n'est pas véritablement le projet. Nous protégeons l'identité de quelqu'un qui pourrait le faire. Parce qu'essayer réellement présente un risque beaucoup plus grand. Nous pourrions découvrir que cette nouvelle vie est, elle aussi, ordinaire. Qu'elle contient des factures, des matinées difficiles, des mardis. Il n'y a rien de honteux là-dedans. C'est profondément humain. Mais cela vaut la peine de le remarquer, car lorsqu'un chemin est véritablement encore ouvert, ce n'est pas encore un regret. C'est une décision que nous sommes en train de prendre aujourd'hui. Et parfois, nous la reprenons chaque matin en ne faisant rien. Cette idée contient une certaine liberté. Certaines choses que nous pleurons comme perdues ne sont peut-être pas perdues du tout. Nous les avons simplement refusées aujourd'hui. Et peut-être seront-elles encore disponibles demain. Alors que faire de toutes ces autres vies? Elles continueront probablement de nous rendre visite. Un après-midi quelconque, une chanson, une photo, une conversation suffira pour qu'une ancienne possibilité revienne s'asseoir à côté de nous. Inutile donc d'espérer ne plus jamais y penser. Il est peut-être plus utile d'apprendre à recevoir ces pensées autrement. Nous pouvons d'abord considérer cette autre vie comme une visiteuse et non comme un verdict. Lorsqu'elle apparaît, elle parle avec beaucoup d'assurance. Elle semble nous annoncer une vérité définitive sur tout le potentiel que nous aurions gaspillé. Mais elle ne rapporte aucun fait. Elle est une image produite par un esprit extraordinairement doué pour fabriquer des images. Nous pouvons lui ouvrir la porte sans croire tout ce qu'elle raconte. Nous pouvons ensuite lui demander ce qu'elle semble nous offrir, de l'espace, de la création, de la liberté, un lien avec un lieu que nous aimons, la sensation de recommencer quelque chose. Puis vient la question importante.
existe-t-il aujourd'hui une petite manière de retrouver cela? Enfin, nous pouvons accorder à notre vie réelle la même générosité que celle que nous accordons à la vie imaginaire. Car pendant des années, la comparaison a été truquée. Notre vie réelle a été examinée sous une lumière crue. L'autre a bénéficié d'un éclairage parfait. Pourtant, votre vie possède elle aussi des choses qui n'auraient jamais existé sur l'autre chemin. Des personnes précises. Cet ami qui se souvient de la personne que vous étiez à 22 ans, le rire particulier de votre enfant, qui n'appartient à aucun enfant imaginaire. Cette compétence que vous avez acquise en étant longtemps médiocre avant de devenir bon. Cet après-midi du printemps dernier auquel vous ne pensez presque plus, mais qui, au moment où vous le viviez, vous suffisait entièrement. Rien de cela n'aurait existé sur l'autre route. Il y aurait eu autre chose, peut-être de très belles choses, mais pas celle-là. J'imagine parfois toutes ces vies possibles comme une galerie. Une longue salle où seraient accrochés les portraits de toutes les personnes que nous aurions pu devenir. Celle qui est restée, celle qui est partie, celle qui a accepté cette proposition, celle qui a rappelé, celle qui a osé recommencer. Tous ces portraits sont magnifiques, et si nous restons suffisamment longtemps devant l'un d'eux, nous finissons presque toujours par penser « Voilà la personne que j'aurais dû être ». Mais approchez-vous, aucun portrait n'est signé, parce que personne ne les a réellement peints d'après nature. Ils ont été assemblés à partir de nos désirs. Et comme nos désirs changent, les portraits changent avec eux. Aucun de ces portraits n'est daté non plus. Aucune de ces personnes n'a connu un mardi ordinaire, ne s'est réveillée à 3 heures du matin en pensant à l'argent, n'a laissé une amitié disparaître lentement, attendue dans un couloir d'hôpital ou traversé 10 années difficiles. Nous les avons épargnés de tout cela. C'est précisément ce qui les rend si belles, et c'est aussi ce qui les rend irréelles. Puis vous vous retournez. Derrière vous se trouve un dernier portrait. Il est moins flatteur. On y voit les traces du temps. Tout ce qui s'est passé apparaît quelque part sur le visage. C'est le seul tableau de la pièce qui ait été peint d'après nature. C'est le vôtre. Et surtout, c'est le seul sur lequel vous pouvez encore travailler. Tous les autres sont terminés. Ils étaient de même terminés avant d'avoir commencé, car rien ne peut arriver à une existence qui n'a jamais été vécue. La vôtre, en revanche, n'est pas achevée. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle de toutes. Nous ne pouvons pas revenir en arrière pour choisir une seconde fois. Mais aujourd'hui encore, nous faisons des choix. Ils sont souvent beaucoup plus petits que ceux que nous passons des années à rejouer dans notre esprit. Une heure donnée à quelqu'un, un appel enfin passé, une habitude abandonnée, une soirée protégée, une première page écrite, un petit pas dans une direction que nous repoussons depuis longtemps. Et pourtant, aucune vie n'a jamais été construite avec autre chose. Les chemins que nous n'avons pas pris n'ont pas de mardi ordinaire. Celui qui vient, lui, existe vraiment, et il est encore à vous.